En route sur les chemins de la philosophie, il fait chaud, très chaud. Torpeur, mollesse ou mal-être, quel que soit votre état, sachez qu'il est parfait pour vous imprégner des réflexions que livre Henri Bergson dans La pensée et le mouvant, et qui nous invite à entrer en contact avec la pensée, non par l'intelligence, qui découpe et se tient à distance du réel, mais par la simplicité de l'intuition. Tout un programme que nous commençons avec un martini rose bien frais qui va nous conduire l'air de rien à Henri Bergson. Ma chambre a la forme d'une cage. Le soleil passe son bras par la fenêtre. Les chasseurs à ma porte comme les petits soldats qui veulent me prendre. Je ne veux pas travailler, je ne veux pas déjeuner, je veux seulement oublier et puis je fume. Déjà j'ai connu le parfum de l'amour, 1 million de roses n'embâmerait pas autant. Maintenant une seule fleur dans mes entourages me rend malade. Je ne veux pas travailler, je ne veux pas déjeuner, je veux seulement oublier et puis je fume. Je ne suis pas fière de sa vie qui veut me tuer. C'est magnifique être sympathique, mais je ne le connais jamais. Allez, on va travailler quand même un peu. C'est d'ailleurs le sujet du jour. On parle de l'intuition chez Bergson, qui est le résultat d'un travail. Bonjour David Lapoujade. Bonjour. Vous êtes maître de conférence à l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Et vous êtes l'auteur d'un ouvrage consacré à Bergson, Puissance du temps, version de Bergson, paru aux éditions de Minuit. Et alors, le lien direct avec Pink Martini, cette chanson sympathique, c'est que sympathique, c'est magnifique être sympathique, chante-t-il, ou chante-t-elle, cette chanteuse. Pour Bergson, la sympathie est une notion très importante. On parle de la joie, de l'élan vital, mais la sympathie est quelque chose qui compte beaucoup pour lui. Oui, elle compte beaucoup et elle compte comme une sorte de méthode, c'est-à-dire elle est intimement associée à un des concepts les plus importants de Bergson, qui est l'intuition. Et Bergson dit souvent de l'intuition qu'elle est une forme de sympathie. Alors, on pourrait penser que ce sont des termes synonymes. En réalité, ce sont plutôt des termes complémentaires. Parce que Bergson définit l'intuition comme un rapport de l'esprit avec lui-même. Donc, d'une certaine façon, l'esprit ne sort pas de lui-même lorsqu'il est dans un rapport d'intuition avec le monde. Et cette définition revient constamment. Rapport de l'esprit avec lui-même. Donc on se demande de quoi peut-il y avoir intuition si l'intuition se définit comme un rapport de l'esprit avec lui-même. Et c'est là que Bergson fait intervenir la sympathie. Où il dit que l'intuition est une sorte d'auscultation spirituelle du monde ou de sympathie avec le monde, parce que c'est la sympathie qui va nous mettre en rapport avec autre chose. Alors, comment définir la sympathie ? La sympathie, c'est le fait de participer à un autre mouvement que le sien, et par là, d'entrer à l'intérieur de quelque chose. Tandis que, pour Bergson, l'intelligence se maintient au dehors des choses qui existent, pour les analyser, pour les découper, pour les nommer, pour les organiser en un système. La sympathie est ce qui, aux yeux de Bergson, pénètre à l'intérieur des choses, si je puis dire. Alors, la formule peut sembler étrange et semble presque manquer de rigueur, avoir une sorte de sens poétique. En réalité, ça désigne quelque chose de très rigoureux. Ça veut dire que quelque chose qui se produit au dehors retentit en moi de la même façon qu'elle se produit au dehors, dans une sorte d'analogie, si l'on peut dire. Donc, un mouvement qui se produit au dehors, eh bien, je l'esquisse moi-même, je le produis moi-même, comme quelque chose que je découvre en moi. Donc, un autre, quelque chose d'autre, je ne sais pas, ça peut être aussi bien le mouvement d'une danse que n'importe quel autre mouvement du monde, je le rejoue en moi, et le rejouant en moi, j'y accède intuitivement. Donc la sympathie n'est pas une qualité morale. La sympathie n'est pas une qualité morale, c'est
étrangement, c'est un mode de connaissance. C'est l'esquisse d'un mode de connaissance dans la mesure où elle me fait accéder au mouvement qui anime les choses. Donc la sympathie n'a rien même de sympathique, si j'ose dire. C'est sentir avec, même. C'est exactement, si on retrouve l'étymologie du terme, c'est sentir avec, et sentir non pas ce qui est forcément sympathique chez l'autre, mais ce qui le meut. Et si bien que la sympathie est presque de l'ordre elle est de l'ordre du mouvant. Exactement, c'est ce que j'allais vous dire, du mouvement, plus précisément du mouvement. Rappelons que nous parlons du texte La pensée, le mouvant cette semaine, qui est composé de différentes conférences et articles qui ont été écrits en 1912 et 1923, enfin même 1911, puisque le texte dont nous parlons aujourd'hui, qui est la 4e des conférences telles que dans l'ordre qu'a choisi Bergson dans cet ouvrage, est une conférence faite au Congrès de philosophie de Bologne le 10 avril 1911 et qui s'appelle l'intuition philosophique. L'intuition est, on a envie de dire, un concept, parce qu'on parle de philosophie, mais justement tout l'intérêt du travail de Bergson est de montrer que les termes qu'on emploie en philosophie ne sont pas forcément des concepts, ou que les concepts en tout cas ne sont pas forcément le fait de l'intelligence. Et c'est dans ce texte qu'on trouve, plutôt vers la fin d'ailleurs de ce court texte, qui fait 25 pages je crois, cette notion de sympathie qui semble s'ancrer exactement dans ce qu'il appelle le mouvant, qui est difficile à définir, si ce n'est, et vous venez de le faire d'ailleurs, par cette espèce d'élan qui nous conduit à l'extérieur de nous-mêmes et qui nous fait rejouer en nous ce à quoi nous assistons à l'extérieur. Il y a comme un lien qui s'établit ici entre nous et le monde. C'est exactement ça. Je pense que Bergson aurait été très séduit par une découverte récente faite dans le champ de la recherche cérébrale concernant ce qu'on appelle les neurones miroirs. C'est-à-dire neurones qui rejouent le mouvement qu'elle voit s'exécuter au dehors, comme si elle rejouait virtuellement ce qui se passe effectivement ou actuellement dans le monde réel. Ce qui fait que, par exemple, quelqu'un qui donne à manger à son enfant ouvre la bouche en même temps que l'enfant lorsqu'il lui tend la cuillère. Comme un mimétisme. Comme une forme de mimétisme, c'est-à-dire, mais plus profondément, c'est le fait de rejouer pour soi ce qui se joue au dehors. Mais pour soi, en réalité, est trompeur, parce qu'il s'agit de découvrir en nous quelque chose que nous ignorions posséder et que nous découvrons par ce mouvement de sympathie qui nous attache au monde ou qui nous relie au monde. C'est pourquoi Bergson peut dire que l'intuition est un rapport de l'esprit avec lui-même, pour autant que l'esprit découvre au fond de lui-même d'autres choses, et ces autres choses, il les découvre par le mouvement de sympathie qu'il a à l'égard des choses du monde. Donc la sympathie nous révèle quelque chose du monde et de nous-mêmes. Oui. Sur nous-mêmes. Exactement. Elle a cette propriété de révéler en nous ce qui est une forme d'altérité. Mais altérité dont nous découvrons qu'elle constitue en réalité le plus intime. Et ce qui permet à Bergson de maintenir l'affirmation selon laquelle l'intuition est un rapport de soi à soi, pour autant que le soi avec lequel on est en rapport est comme un autre en nous. Alors, il va falloir qu'on définisse ce qu'est l'intuition, maintenant que vous avez défini la sympathie, David Lapoujade, mais avant ça, écoutons la fin du texte, donc l'intuition philosophique dont nous parlons ce matin, parce qu'on y entend l'affirmation de Bergson selon laquelle le philosophe cherche à sympathiser, mais il distingue dans cet extrait le philosophe du scientifique. Or, l'exemple que vous venez de prendre des neurones miroirs montre que ce que dit Bergson s'applique tout à fait dans le champ des études scientifiques. D'ailleurs, Bergson y tenait énormément. Tous ses ouvrages sont extrêmement renseignés, extrêmement documentés. Il est tout à fait au fait des découvertes scientifiques de son temps. Et il les intègre dans sa pensée. Simplement, il distingue le scientifique d'un côté et le philosophe de l'autre. Voici comment. La science est l'auxiliaire de l'action. Et l'action vise un résultat. L'intelligence scientifique se demande donc ce qui devra avoir été fait pour qu'un certain résultat désiré soit atteint. Ou plus généralement, quelles conditions il faut se donner pour qu'un certain phénomène se produise. Elle va d'un arrangement des choses à un réarrangement, d'une simultanéité à une simultanéité. Nécessairement, elle néglige ce qui se passe dans l'intervalle. Ou si elle s'en occupe, c'est pour y considérer d'autres arrangements, des simultanéités encore. Avec des méthodes destinées à saisir le tout fait, elle ne saurait en général entrer dans ce qui se fait, suivre le mouvant,
adopter le devenir, qui est la vie des choses. Cette dernière tâche appartient à la philosophie. Tandis que le savant, astreint à prendre sur le mouvement des vues immobiles et accueillir des répétitions le long de ce qui ne se répète pas, attentif aussi à diviser commodément la réalité sur les plans successifs ou à les déployer afin de la soumettre à l'action de l'homme, est obligé de ruser avec la nature, d'adopter vis-à-vis d'elle une attitude de défiance et de lutte. Le philosophe la traite en camarade. La règle de la science est celle qui a été posée par Bacon. Obéir pour commander. Le philosophe n'obéit ni ne commande. Il cherche à sympathiser. La voix de Georges Claes qui lit du Henri Bergson, c'est sur France Culture, les chemins de la philosophie, il est 10h12 et nous parlons de La pensée et le mouvant, le texte de Bergson qui est paru en 1934, composé de diverses conférences, et c'est celle, la 4e dont nous parlons aujourd'hui, l'intuition philosophique, en compagnie du philosophe David Lapoujade. Le texte est très clair dans son opposition entre la science d'un côté et la philosophie de l'autre. Un peu trop même, on pourrait presque l'y entendre, si on ne connaît pas bien l'œuvre de Bergson, une forme de manichéisme, la science, presque la méchante science va essayer de tout contrôler quand la philosophie au contraire est du côté de l'intuition. Comment bien comprendre Bergson et ne pas faire de contresens, David Lapoujade, sur ce point-là? Ouais, d'abord, il faut rappeler une chose très importante, c'est que tous les ouvrages de Bergson ont recours à la science et très abondamment. C'est-à-dire, si on ouvre l'essai sur les données immédiates, qui est le premier ouvrage de Bergson, il y a beaucoup question de psychophysiologie. Si on ouvre Matière et mémoire, son deuxième ouvrage, même chose, beaucoup d'études sur l'aphasie, sur les problèmes cérébraux. Si on ouvre l'évolution créatrice, c'est encore plus criant, puisque Bergson entre en débat avec les hypothèses du lamarckisme, du darwinisme, étudie la biologie cellulaire. Donc le moins qu'on puisse dire, c'est que Bergson a toujours beaucoup travaillé, non pas contre la science, mais avec elle. Seulement il estime que la science est d'une richesse et d'une fécondité inégalée, puisque c'est vers elle qu'il se tourne pour avancer dans son travail. Mais il y a une limite qui lui appartient, qui lui est inhérente, quels que soient les progrès considérables qu'elle puisse faire dans tous les domaines. Cette limite, c'est l'intelligence. Elle est limitée... Paradoxalement, oui. Elle est limitée par ce qui lui permet d'avancer. Parce que l'intelligence a besoin de travailler sur des éléments solides, recomposables, analysables, découpables, qui peuvent être arrangés en systèmes, qui peuvent être ordonnés en équations. Elle travaille à l'aide de, comme le dit Bergson, même si parfois il nuance davantage sa pensée, à l'aide d'éléments tout faits et des recombinaisons d'éléments tout faits. C'est sa limite parce que c'est la limite, j'oserais dire, constitutive de l'espèce humaine. Ce qui caractérise l'espèce humaine pour Bergson, par différence avec les espèces animales, c'est son intelligence. Donc l'homme est un être naturellement intelligent, et l'intelligence, compte tenu de ses impératifs naturels, occupe presque toute la place au sein de l'esprit. Mais il y a disons, aux franges de cet esprit humain, il y a justement l'autre partie, une sorte de zone obscure, mais extrêmement féconde, qui est l'intuition. Est-ce que ça veut dire que l'intelligence pour Bergson se réduit en quelque sorte à la faculté de calculer ou de logique ? Pas seulement, elle est aussi pratique parce qu'elle permet d'agir sur le monde, de le prévoir, de le découper conformément à nos exigences Elle pratiques. Est spatiale, vous dites découper, c'est-à-dire qu'elle est du côté de l'espace. Bergson essaye de penser le temps du côté de la durée et pas de l'espace, justement. Bien sûr, oui, elle est spatiale, bien entendu, et on peut même dire que l'idée d'espace sous-tend toutes ses productions.
C'est-à-dire, il y a, comme le dit Bergson, un schème de la divisibilité infinie qui est sous-jacent à toutes les représentations que nous pouvons former. C'est ça, l'espace, y compris les images dont on a besoin pour avancer en science. Dès qu'on se représente quelque chose, on spatialise en fait cette représentation. Exactement. Et donc on n'est pas dans le registre auquel l'intuition nous donne accès, qui lui, et la durée n'est pas du tout spatiale. Tout à fait, l'intelligence est représentative par nature, si j'ose dire. Et l'intuition... Alors l'intuition est dans l'esprit également. L'intuition est dans l'esprit, mais elle suppose, comme le dit Bergson, c'est une des définitions les plus connues de Bergson, la philosophie devrait être un effort pour dépasser la condition humaine. Dépasser la condition humaine, ça veut dire se libérer de l'intelligence qui la constitue. Alors se libérer, ça ne veut pas dire abandonner l'intelligence, ça veut dire, au bout du compte, subordonner l'intelligence à une sorte d'idée ou d'intuition justement vague, indéfinie, obscure, mais qui recèle, dont on pressent qu'elle recèle des potentialités qu'il faut tenter d'explorer par des moyens tâtonnants et à l'aide de beaucoup de travail. Et il faut déjà commencer par essayer de la définir. Voici la définition de l'intuition par Vladimir Jankélévitch. L'intuition, c'est surtout une espèce d'art acrobatique de penser les choses au plus près, presque en étant dedans, jusqu'au point où étant dedans, vous ne pourriez plus les penser. Si vous êtes trop loin, alors le recul et le retrait et la conscience excessive vous permet peut-être de les connaître, mais vous ne saisissez plus leur vérité. Et si vous êtes dedans, alors vous connaissez leur vérité de toutes parts, mais vous ne pouvez plus en parler. Comme un papillon qui autour d'une flamme. Si le papillon est trop loin, il n'a de la flamme qu'une image froide et comme objective et abstraite. Et puis s'il est dedans, il brûle. Alors comment faire pour avoir l'intuition de la flamme ? C'est un jeu acrobatique d'être à la fois dedans et dehors, de la frôler, d'être tangent à la flamme, jusqu'au point où vous disparaîtriez, vous seriez embrasé par elle. De même de l'homme et de la vérité. Vous frôlez la vérité au plus près. Dans un instant éclair, la vérité est objet d'une introvision, d'une intuition, dans laquelle à la fois vous la vivez et la pensez. Vous êtes à la fois être et savoir. Je crois que c'est ce qu'il voulait dire quand il disait « penser en homme d'action, agir en homme de pensée ». Et bien ça veut dire être à la fois dedans et dehors, immanent et transcendant. Le ton même de la voix de Bergson reprend l'élan vital de Jankélévitch, justement, reprend une espèce d'élan vital que décrit Bergson, qui ne s'arrête jamais, qui sans cesse à la fois se répète et avance toujours. C'était en 1967, dans l'émission au titre incroyable, Analyse spectrale de l'Occident, sur France Culture bien sûr. La définition que propose Bergson reprend celle que Jankélévitch, décidément, qui est l'auteur d'un ouvrage sur Bergson, un ouvrage assez magnifique, compliqué d'accès, mais qui a le meilleur hommage sans doute rendu à Bergson. Elle reprend ce que vous disiez, David Lapoujade, l'intuition, c'est une certaine distance, comme le papillon se tient à une bonne distance de la flamme, trop loin il ne la voit pas, trop près il se brûle les ailes, mais c'est d'abord et avant tout un travail, ce qui est contre-intuitif pour le coup. Oui, alors cette distance, elle tient au fait que nous sommes des êtres humains et intelligents, et que l'intuition n'est que sur les bords de notre esprit. Et effectivement, la notion de travail me paraît très importante, parce que dans l'extrait qu'on vient d'entendre, Jankélévitch parle d'une sorte d'éclair derrière lequel nous courrions pour essayer de le rejoindre ou pour essayer de le formuler. Je crois que on peut essayer de présenter l'intuition autrement, parce que ce que dit Bergson, c'est que voilà, on commence à travailler sur un domaine, on sent qu'on rencontre un problème, on doit élucider, par exemple, ce que peut être la vie. Et pour essayer de savoir ce qu'est la vie, il suffit pas de sonder à l'intérieur de soi-même par une sorte de divination surgie, on ne sait comment, on ne sait où. Il faut d'abord travailler, donc lire les textes de Darwin, de Lamarck, des biologistes, des naturalistes, et esquisser et tenter des hypothèses en se disant que voilà, ce qu'il y a de vital dans la vie est peut-être telle ou telle chose, et puis se rendre compte que ces hypothèses ne tiennent pas la route, qu'elles sont, pour ainsi dire, réfutées par des faits irrécusables. Et il y a quantité de brouillons, un petit peu comme lorsqu'on veut formuler une idée et que on ne cesse pas de dire que c'est autre chose,
que c'est pas exactement ce qu'on voulait dire. Donc on ne cesse pas, il y a des sortes de négations qui rôdent dans nos esprits, des noms. Oui, je sais pas comment dire quand on voilà, dit, je ne sais pas comment dire. Tu vois ce que je veux dire. Voilà, on tourne autour de ce qu'on veut dire. On tourne autour et on se rend compte qu'il y a plein d'hypothèses, plein de possibilités de nomination qui ne fonctionnent pas. Et de la même manière, dans le travail philosophique, voilà, on essaye d'approcher ce que peut être le vital, parce que Bergson cherche à définir le vital dans la vie, non pas la vie elle-même, mais le vital dans la vie. Et il se rend compte que toutes les hypothèses qu'il peut essayer n'opèrent pas. Et donc c'est à la faveur de ce travail où il y a beaucoup de négations que va se dessiner progressivement, va apparaître progressivement une hypothèse positive qui va finir par s'imposer, qui est l'idée selon laquelle ce qu'il y a de vital dans la vie, c'est une sorte d'élan créateur. Mais cette hypothèse-là, il aura fallu, d'une part, la trouver, mais elle n'est trouvée qu'à la faveur d'un très long travail. De la trouver ou de parvenir à la nommer? Parce qu'en fait, si elle est du registre de l'intuition et pas de l'intelligence, elle est déjà là, simplement on n'a pas les mots pour la nommer. Alors, il faut préciser, en un sens, elle est déjà là, mais c'est comme si on n'y avait pas accès. C'est-à-dire, on va découvrir... Donc c'est vraiment une découverte. C'est une découverte, mais exactement comme ce que je disais tout à l'heure sur la sympathie, c'est-à-dire, on le découvre en nous, mais comme quelque chose d'autre qu'on se savait avoir après coup, mais qu'on ignorait posséder avant de la découvrir. Donc c'est à la fois une création et une découverte, c'est-à-dire c'est une forme de préexistence qui est si obscure que on ignore qu'elle préexiste jusqu'au moment où le travail que nous fournissons par la lumière qu'il nous apporte, va éclairer cette obscurité et lui donner un peu plus de clarté. Donc le travail du philosophe consiste à essayer de mettre au jour ce qui se situe au plus profond de nous pour lui donner une espèce de forme, ou en tout cas mettre des mots dessus, le rendre peut-être intelligible justement ? Oui, essayer de retranscrire par des moyens inadéquats, c'est-à-dire ceux de l'intelligence, ce qui est d'un autre ordre. Oui, c'est ça, parce que le philosophe est peut-être du côté de l'intuition, mais il est aussi du côté de l'intelligence. Et il n'a d'autre moyen de s'exprimer que de faire appel à son intelligence. Donc Bergson, d'un côté, dénonce ce moyen, en même temps sait qu'il ne peut pas faire autrement. C'est un peu comme le papillon de Yankelevitch. Ouais. Il est à la fois... en rapport avec son intuition, pourvu qu'il y retourne, parce que il suffit pas d'avoir une intuition une fois. Cette intuition, elle est un guide, donc on doit pouvoir la flirter avec elle en permanence pendant tout le temps où on fait preuve d'intelligence. Alors, ce qui donne l'occasion à Bergson de d'écrire parmi les plus belles lignes qu'on trouve dans ce texte-là, où il explique que finalement ce que le philosophe cherche à dire se trouve en un point simple, si simple, qu'il n'arrive pas à le dire. Et cette idée selon laquelle la simplicité serait finalement ce qu'il y a de plus difficile à atteindre est très féconde pour Bergson. Écoutez ce texte interprété par Georges Claes. À mesure que nous cherchons davantage à nous installer dans la pensée du philosophe, au lieu d'en faire le tour, nous voyons sa doctrine se transfigurer. D'abord, la complication diminue. Puis les parties entrent les unes dans les autres. Enfin, tout se ramasse en un point unique dont nous sentons qu'on pourrait se rapprocher de plus en plus, quoi qu'il faille désespérer d'y atteindre. En ce point est quelque chose de simple, d'infiniment simple, de si extraordinairement simple que le philosophe n'a jamais réussi à le dire. Et c'est pourquoi il a parlé toute sa vie. Il ne pouvait formuler ce qu'il avait dans l'esprit sans se sentir obligé de corriger sa formule, puis de corriger sa correction. Ainsi, de théorie en théorie, se rectifiant alors qu'il croyait se compléter, il n'a fait autre chose, par une complication qui appelait la complication et par des développements juxtaposés à des développements, que rendre avec une approximation croissante la simplicité de son intuition originelle. Toute la complexité de sa doctrine, qui irait à l'infini, n'est donc que l'incommensurabilité entre son intuition simple et les moyens dont il disposait pour l'exprimer. Quelle est cette intuition ? Si le philosophe n'a pu en donner la formule, ce n'est pas nous qui réussirons. Mais ce que nous arriverons à ressaisir et à fixer, c'est une certaine image intermédiaire entre la simplicité de l'intuition concrète et la complexité des abstractions qui la traduisent. Image fuyante et évanouissante, qui hante, inaperçue peut-être,
l'esprit du philosophe, qui le suit comme son ombre à travers les tours et les détours de sa pensée, et qui, si elle n'est pas l'intuition elle-même, s'en rapproche beaucoup plus que l'expression conceptuelle nécessairement symbolique à laquelle l'intuition doit recourir pour fournir des explications. Difficile de parler de l'intuition, encore plus de l'intuition philosophique. C'est pourtant le défi du jour sur les chemins de la philosophie sur France Culture. L'intuition philosophique, c'est le titre d'une conférence prononcée par Bergson en 1911, qu'on trouve dans son recueil de textes La pensée et le mouvant, publié en 1934. Et c'est de ce recueil que nous parlons toute cette semaine, et aujourd'hui en compagnie du philosophe David Lapoujade. En ce point est quelque chose de simple, d'infiniment simple, de si extraordinairement simple que le philosophe n'a jamais réussi à le dire, et c'est pourquoi il a parlé toute sa vie. Ces deux phrases, David Lapoujade, résument, expriment, je ne sais même pas quel est le bon terme pour reprendre justement ce que dit Bergson sur la difficulté d'exprimer ce qui est, le geste même philosophique, le geste artistique par excellence. Ça va très loin, ça veut dire qu'en fait, nous avons une idée, et que nous passons notre vie à essayer de l'exprimer en écrivant un livre, puis un autre, en peignant un tableau, puis un autre, en composant une musique, puis une autre. Et au fond, on essaye juste de dire cette idée qui est si simple qu'on n'arrive pas à la dire. Oui, alors déjà, il faut quand même prendre des précautions et rappeler que le simple n'a rien à voir avec le facile. Parce que ce qui est facile, c'est justement ce à quoi l'intelligence nous donne accès dans les recombinaisons que nous pouvons faire de nos connaissances, que nous recombinons à loisir pour déchiffrer le monde dans lequel nous vivons. Le simple, si j'ose dire, c'est ce qui arrive à la fin. Ça rejoint un peu ce qu'on disait sur le travail, c'est-à-dire, on le voit bien d'ailleurs quand il s'agit des professeurs. Les professeurs les plus simples, ceux qui arrivent à dire les choses les plus difficiles de la manière la plus simple, sont ceux qui ont travaillé le plus. Donc le simple arrive en bout de course, après un travail considérable, mais parce que, ce qu'on disait tout à l'heure, il était là depuis le début et a accompagné le travail pendant tout son processus, comme une sorte d'ombre qui est effectivement, à proprement parler, indicible, dans sa simplicité même, dans sa condensation même. Il y a une idée qu'on retrouve qui est, qui charpente le bergsonisme, c'est que plus on s'élève ou plus on s'achemine vers la simplicité, plus on s'achemine vers quelque chose de dense et de condensé. C'est presque un point. C'est presque un point, oui, un point d'une densité extraordinaire. Et à l'inverse, moins on est proche de cette simplicité, plus on s'éparpille et plus on se spatialise et plus on relâche la vie intense de l'esprit. Donc la simplicité, c'est cette sorte de point d'une densité extrême avec lequel nous sommes en contact et dont nous sommes séparés par cette intelligence qui ne peut que, par nature, donc ça serait pas un défaut, c'est sa nature, qui ne peut que spatialiser, une fois encore, découper, et qui nous incline vers un moindre effort, mais qui, il appartient à notre nature de ne pas pouvoir constamment faire cet effort vers le simple. Mais il est difficile, quand on vous écoute, David Lapoujade, et donc quand on lit Bergson, de comprendre pourquoi Bergson ne bascule pas du côté de la misologie, de cette espèce de haine de la raison, de l'intelligence, qui fait que de toute façon, cette intelligence ne peut pas nous conduire à l'essentiel. C'est l'intuition qui le fait, alors pourquoi ne pas sombrer dans le mysticisme et congédier tout le travail philosophique, tout le travail de la raison et de l'intelligence, tout simplement? Je crois qu'il y a véritablement comme une sorte de pédagogie inhérente à la philosophie, c'est que certains individus ont sans doute un rapport avec l'intuition assez fort, assez intense, comme ça peut être le cas des mystiques ou, comme le dit Bergson, comme ça peut être le cas de certains artistes qui ont une sorte de vision intuitive du monde
grâce à laquelle il voit les choses autrement que selon les découpages de l'intelligence, c'est-à-dire autrement que selon l'intelligence pratique que nous avons du monde. Et nous autres, si j'ose dire, qui n'avons pas ce privilège d'être renversés par l'intuition que nous pourrions avoir du monde et qui vivons toujours selon les modalités de l'intelligence, eh bien nous autres, il nous faut essayer par le travail, par le labeur, par l'humilité et l'abnégation, nous efforcer d'atteindre à ces intuitions, d'essayer de les désabriter, si j'ose dire. Parce qu'on n'a pas d'autre choix pour les exprimer que d'avoir recours à l'intelligence. C'est pour ça qu'il ne congédie pas l'intelligence. C'est qu'on n'a pas le choix, en fait. On se doit On n'a pas le choix, et en même temps, c'est pour Bergson l'occasion de dire que chacun peut essayer d'entrer dans un rapport intuitif avec soi-même. Et pas simplement des êtres d'exception comme le sont les artistes ou les mystiques. Alors, quelle est cette intuition ? Bergson pose la question dans le texte qu'on a entendu. Si le philosophe n'a pas pu en donner la formule, c'est pas nous qui y réussirons, mais nous parvenons à ressaisir, à fixer quelque chose, dit-il. C'est une certaine image intermédiaire entre la simplicité de l'intuition et la complexité des abstractions qui la traduisent. Quelle est cette image intermédiaire qu'il qualifie de fuyante et d'évanouissante, David Lapoujade ? Si je devais le dire d'un mot, je dirais que... Vous pouvez en employer plus. Je vais en employer davantage, mais ensuite je vais m'expliquer. Oui. Mais si je devais le dire d'un mot, c'est une sorte de geste. C'est une sorte de geste qu'un philosophe accomplit, mais presque par devers lui, quoi, dans l'ignorance qu'il est de l'accomplir, et qui est un... Mais ce geste lui-même n'est pas tout à fait l'intuition, puisque l'intuition est encore une fois à la limite de l'inconnaissable. Et ce geste peut être traduit dans ce que Bergson appelle des images médiatrices. Et l'image, c'est ce qui est au-delà du concept, donc au-delà d'une certaine façon de la philosophie, enfin pas au-delà de la philosophie, mais sur les bords de la philosophie. La philosophie produit des concepts en tant qu'elle est un produit de l'intelligence, mais entre l'intuition et l'intelligence, il y a cette sorte de zone intermédiaire qui est l'endroit où nous pouvons produire des images qui essaieraient de recueillir le mouvement générateur d'une philosophie. Alors ce sont des images mentales ou des images visuelles, des images, disons même ce qu'on entend par une représentation visuelle de quelque chose, ou c'est mental? Est-ce que c'est un tableau, une peinture par exemple est une image? Non, c'est une image mentale, qui peut en même temps emprunter au visuel ou au tactile, pour qu'on se représente de quel type de mouvement il est question, quel type de mouvant, si je devais... Par exemple, à quelle image pensez-vous qui serait utile pour nous aider à comprendre ce que Bergson entend par image? Alors, si je reprends l'exemple qu'il a lui-même utilisé, parce que c'est un des rares exemples qu'il donne en réalité, enfin, il en donne dans d'autres domaines, il parle de la philosophie de Berkeley dans l'article L'intuition philosophique, en disant, voilà, après une longue fréquentation, donc un long travail relatif à l'œuvre de Berkeley, après avoir examiné quelles étaient les hypothèses, les thèses qui sont présentes dans l'œuvre de Berkeley, se dégagent deux images qui se conjoignent. L'une, c'est que la matière est comme une sorte de transparence, et l'autre, c'est l'image selon laquelle Dieu nous parlerait directement à travers la perception que nous avons du monde. Donc Berkeley, c'est un philosophe dit idéaliste, oui, que Bergson a beaucoup lu, évidemment, et auquel il consacre quelques pages de manière peut-être assez surprenante dans cette conférence, en effet, puisqu'on se demande pourquoi, même s'il s'inscrit toujours dans l'histoire de la philosophie, pourquoi partir de Berkeley en particulier? Eh bien, c'est parce que Berkeley lui-même proposait une certaine définition de l'intuition à sa manière, David Lapoujade. Oui, il a, à travers toute la philosophie qu'il produit, ce qu'il recherche, c'est une forme de contact direct avec Dieu. Et c'est ce point, disons, central que Bergson essaye de ressaisir dans une image qui serait justement l'idée que Dieu nous parle directement par l'intermédiaire de la relation immatérielle que nous entretenons avec ce qu'on a coutume d'appeler matière, mais dont Berkeley récuse le concept. Autre image qu'on pourrait utiliser, peut-être plus parlante, c'est une des images que Bergson prend pour qualifier l'élan vital, c'est-à-dire cette sorte de vitalité qui est inhérente à tous les vivants.
c'est l'idée d'une sorte d'obus qui éclate en fragments, lesquels éclatent à leur tour. Donc il y a l'idée d'une sorte d'image dynamique, l'image d'une explosion permanente de la vie à travers les diverses formes et les diverses espèces qui ont pu se développer dans la nature. On peut penser aussi à l'image du morceau de sucre qui fond dans un verre d'eau, que Bergson emploie pour exprimer ce qu'est la durée. Et quand on met un morceau de sucre dans un verre d'eau, on doit attendre que le morceau de sucre soit absolument dissous, et ce temps incompressible, c'est ce qu'il appelle la durée. Est-ce que là, on est dans l'image telle qu'il entend dans ce texte, ou c'est plus une métaphore pédagogique ? Je pencherai plutôt du côté de l'image pédagogique. Il me semble que l'image doit restituer quelque chose du dynamisme ou du mouvement de ce qu'il s'agit de penser. C'est-à-dire, Bergson utilise souvent des images qui doivent placer notre esprit dans un rapport de sympathie avec ce dont il parle. Donc, c'est comme s'il nous disait, voyez quelle espèce de mouvement est à l'œuvre. Et si vous voyez quel est le mouvement qui est à l'œuvre, alors vous pouvez peut-être rejoindre l'intuition qu'on peut en avoir. Et pour cela, Bergson va déployer des trésors et des ressources qui sont inhérents à son style. C'est en tout cas ce que dit Maurice Merleau-Ponty. Écoutez-le parler de Bergson, c'était en 1959 sur la RTF. Chez Bergson, il y a le philosophe intuitif et il y a le philosophe qui discute et qui écarte les vues des philosophies précédentes ou les vues du sens commun. Et ces deux philosophes-là sont au fond assez différents. Bergson avait la formation universitaire française dans ce qu'elle a de meilleur, c'est-à-dire une grande aisance dans l'exposé, une grande adresse dans l'exposé. N'est-ce pas ? On a l'impression, à certains moments, qu'on est dans le discursif. Alors là, Bergson est adroit et convaincant. Et puis, brusquement, quelques mots donnent l'impression qu'alors il y a un coup de sonde, il y a un contact avec les choses. On pourrait se demander si la nature est belle autrement que par la rencontre heureuse de certains procédés de notre art. Et si, en un certain sens, l'art ne précéderait pas la nature ? Et je crois qu'on peut dire cela constamment du style de Bergson, parce qu'il est, à certains moments, un style toujours châtié, toujours élégant, et même quelquefois un peu académique. Et puis alors, de temps à autre, il a des qualités, à mon avis, beaucoup plus précieuses que celles-là, des qualités de force, de vigueur, qu'il a pendant un bref moment, et c'est quand on approche d'une intuition. La meilleure façon de décrire Bergson serait de dire qu'il était catégoriquement non coulant. Il n'était pas décidé. Ses yeux semblaient toujours à demi clos et vous donnaient tout le temps l'impression d'un homme décrivant avec beaucoup de difficulté juste la forme qu'il voyait. Il y avait une curieuse pose et un geste du pouce et de l'index qui semblaient tirer un fil fin d'une masse emmêlée. Il faisait passer à chacun un sentiment extraordinaire de conviction. C'était comme si, dans le flux confus des choses, il était capable, par une grande attention, de voir juste une certaine courbe, et qu'il était en train de choisir soigneusement ses mots et de cueillir ses métaphores et illustrations, de manière à assurer qu'il était en train de transmettre juste la forme exacte de la courbe qu'il voyait, et aucune autre. C'est peut-être la meilleure forme d'énonciation possible, parce que d'une manière subtile, il donne à chacun continuellement le sentiment qu'il est en train d'aider le conférencier à découvrir quelque chose. Celui qui parle les yeux mi-clos avec une curieuse pose et un curieux geste du pouce et de l'index qui semble tirer un fil fin d'une masse emmêlée, c'est Henry Bergson, décrit par Thomas Ernest Hulme, un critique littéraire et poète britannique qui a assisté à la conférence de Bologne dont nous parlons aujourd'hui. Un texte intitulé L'intuition philosophique, publié dans La Pensée et le Mouvant, qui nous accompagne cette semaine, et c'est le philosophe David Lapoujade qui est avec nous pour en parler aujourd'hui. Alors on a entendu la voix de Merleau-Ponty qui distingue deux styles Bergson, le Bergson qui discute et le Bergson intuitif.
qui a des élans lyriques comme ça, tout d'un coup des montées soudaines. Ça correspond assez avec le personnage, le portrait qu'on propose Hulme dans le texte que j'ai lu ensuite. C'est cet homme qui à la fois est très élégant et presque aussi académique, qui discute, et puis cet homme qui est aussi fait de cette intuition qui le porte vers un contact direct des choses, et là il change quasiment totalement de personnalité, David Lapougène. Alors, ma fréquentation Vous de l'avez personne pas vu. n'est que livresque. Donc, mais ce qui est frappant dans le style, c'est vrai. Dans les deux extraits en question, c'est ce goût chez Bergson, ce goût pour la précision et l'intuition. Loin d'être ce qu'on pourrait imaginer, quelque chose de vague et de nébuleux et d'indistinct, même si c'est vrai qu'elle est indéterminée et inconnaissable, c'est elle qui nous guide vers la précision et qui nous pousse à la précision. Et les passages dont parle Merleau-Ponty, qui seraient des sortes d'éclairs de lucidité, en réalité, c'est les moments de grande précision chez Bergson. C'est-à-dire, Bergson, tenait la précision pour une des plus hautes valeurs philosophiques. C'est-à-dire l'idée que on ne pense une chose que si on pense cette chose. Il le dit au début du premier essai d'Edgar qui ouvre ce recueil, sur l'importance de la précision dans l'histoire de la philosophie. Oui, c'est une manière de s'extraire de la généralité du concept. Ce qui a le plus manqué à la philosophie, c'est la précision. Ce sont les premiers mots de ce recueil. Ah ben voilà, c'est exactement ça, l'idée que, dans le fond, le vêtement qu'on taille pour une chose doit être exactement taillé pour cette chose et ne pas valoir pour autre chose. C'est une sorte de version élégante et moderne du principe de raison suffisante. Voilà, et c'est là tout le paradoxe, c'est que pour lui la précision ne se situe donc pas forcément du côté de l'intelligence. Non, parce que justement, Bergson dans un texte consacré à Raffesson, a une très bonne définition de sa différence avec la tradition. Il évoque deux manières de définir l'idée abstraite. Soit l'idée abstraite, par exemple, l'idée de couleur, c'est ce qui n'est ni rouge, ni bleu, ni vert, parce que justement, ça serait une idée particulière. Donc, cette idée abstraite n'a aucun contenu. Soit au contraire, l'idée de couleur se confond avec la lumière blanche, concrète, qui serait la convergence à travers un prisme de toutes les couleurs. Donc cette sorte de lumière blanche parfaitement concrète au lieu d'être abstraite, dont chaque couleur serait, dit-il, dont chaque couleur particulière serait une nuance ou un degré. Si bien que les choses à penser deviennent des degrés d'une réalité réelle, concrète. Et c'est exactement ce qui se passe chez Bergson. La durée est l'élément à l'intérieur duquel est pensée toute la réalité, et chaque réalité particulière est un rythme tout à fait particulier, tout à fait précis de durée. Alors évidemment, il faut être rentré et ne pas cesser d'entrer en contact autant qu'il est possible intuitif avec cette durée pour essayer de ressaisir comment chaque réalité est elle-même un rythme spécial de durée. Et ça, c'est grâce à l'intuition que nous le faisons ou parce que là, pour le coup, c'est une dimension sensible à la réalité que vous décrivez. C'est grâce à l'intuition, pour autant qu'elle s'accompagne de sympathie. Il faut pouvoir y être attentif. Déjà, être attentif à sa propre intuition et au rapport au monde que cette intuition nous révèle. Pour ensuite pouvoir entendre le rythme dont vous parlez, être attentif aux degrés, aux nuances. C'est emboîter un rythme et la sympathie, c'est ça d'abord. C'est emboîter un rythme. Et quand on emboîte un rythme, on découvre que en nous-mêmes, de quoi ce rythme est fait, puisque nous nous rendons compte que nous l'avons aussi. Ce que Bergson dit à plusieurs reprises, c'est-à-dire pour savoir ce qu'est la matière, il faut que je découvre ce qui en moi est matière. Pour savoir ce qu'il y a de vital dans la vie, il faut que je découvre ce qu'il y a de vital en moi-même, etc., etc. Donc tout ce que Bergson a pensé, la matière, enfin le matériel plutôt, le matériel, le vital, le social, il ne les pense que parce qu'il les découvre corrélativement ou parallèlement en lui. Et c'est cette, d'une certaine façon, c'est ce qui se passe lorsqu'on fréquente un ami, puisque Bergson dit il s'agit de sympathiser. Un ami qu'on connaît depuis très longtemps, on ne pourrait pas le définir d'un mot, mais on voit bien quel est son rythme particulier, cette sorte de geste ou de manière d'être qui le définit lui précisément.
Et c'est exactement en ces termes que Sartre parle de sa rencontre, à travers un livre, de Bergson. Écoutez. Pourquoi vous vous orientez vers la philosophie plutôt que vers la littérature? Ah ça, c'est à Bergson que je le dois. Quand je suis entré en Cagne, nous avions un professeur qui était infirme. Il s'appelait Clonadistria. Il nous avait donné comme première dissertation le sentiment de durée. Et alors j'avais lu le livre de Bergson, c'est sur les immédiats de la conscience. Et là, j'avais été saisi. Je m'étais dit, mais c'est formidable la philosophie, on vous apprend la vérité. Je me rappelle, j'ai fait une dissertation où je transcrivais Bergson. C'était pas mon habitude de transcrire les gens, mais je me disais, puisqu'il a dit la vérité, pourquoi je dirais autre chose? Alors j'avais fait une dissertation qui était en résumé, si vous voulez. Quelle note avez-vous eu? Médiocre. 2 ans avant, en classe de philo, je ne comprenais même pas comment on pouvait être philosophe. J'ai toujours été écrivain d'abord, et puis philosophe, c'est venu comme ça. Là, c'est très simple, c'est devenu une vocation à partir de Bergson. C'est-à-dire que j'ai senti le besoin de faire ça. In the morning when you wake, exercises you should take. But you lay down like you're dead, with your big foot on the bed. When you ought to shake around, then you're acting muscle bound. If you want me to treat you nice, better take some good advice. You need vim, vigor and vitality. That's a big necessity. You need vim, vigor and vitality. That's the kind of gal for me. Et oui, la vitalité, c'est celle peut-être de l'élan vital, ou cette vitalité, le vital de la vie que cherche Bergson. C'est ce que vous nous disiez, la David Lapouchade. Eh bien, on le cherche encore et on se retrouve demain pour essayer de continuer cette quête. Demain pour le dernier temps de cette semaine sur la pensée et le mouvement. Un grand merci à vous, David Lapouchade, d'être venu aujourd'hui nous parler de l'intuition philosophique. Merci à vous. C'est un grand plaisir de vous écouter et vous donner envie de lire Bergson. Alors, chers auditeurs, plongez-vous dans la pensée et le mouvement, disponible aux presses universitaires de France. Et puis dans l'ouvrage de David Lapouchade, Puissance du temps, version de Bergson, qu'on trouve aux éditions de Minuit. When you stay out late at nights, in the morning you're a sight. You're too weak to even smile, better stay home for a while. Your grandfather's 92, but he looks more strong than you. What an awful mess you're in, better take some vitamins. You need vim, vigor and vitality. That's a big necessity. You need vim, vigor and vitality. Allez, il fait si chaud, tout le monde danse en studio sur Bill Fleming. Sur France Culture à 10h48, les chemins de la philosophie. Il est grand temps de retrouver les 2 minutes papillons. D'ailleurs, on a parlé de papillons aujourd'hui, figurez-vous, Géraldine. Je suis ravie. Dans l'émission donc de vous, Géraldine Mosna-Sava, bonjour. Bonjour Adèle, bonjour à tous. Tous les jours, pendant ces 2 minutes, eh bien, vous nous parlez d'un livre qui vient de paraître. Et aujourd'hui, je vois une paire de fesses sur votre livre. Alors, pas les fesses de Simone de Beauvoir dont tout le monde parle en ce moment, ce sont d'autres pas, je crois. Oui, c'est ça. Alors, c'est bien des fesses, Adèle, bien vu. Et une fois n'est pas coutume, et même si le sujet n'est pas du tout absent de l'air du temps, au contraire, comme on va le voir, voici un ouvrage sur la pornographie. Enfin, plus précisément, un ouvrage sur la pornoculture. Pornoculture, c'est bien le titre de cet ouvrage, et il faudra s'arrêter sur ce terme, car il dit bien ce mélange, cet englobement en une culture, des images érotiques, des mœurs lubriques et autres gestes coquins. Mais il dit bien aussi la difficulté à parler du porno, car d'emblée, il faut le dire, on peut être fatigué de ce sujet parce que l'on s'attend encore une fois à une sorte de fascination pour un genre de provocation facile de la morale et du critique du bon goût, ou encore, une fois aussi, à un cri d'alerte sur la banalisation d'une telle culture. Mais en fait, pas du tout, ni l'un ni l'autre ici. Ce qui intéresse les auteurs, Claudia Attimonelli et Vincenzo Sciuscia, c'est justement comment le porno est devenu culture, comment l'obscène est entré dans la scène quotidienne. And I had visions. I believe the visions caused the tumor and not the reverse. I could feel the visions coalesce and become flesh. Uncontrollable flesh. Comment l'obscène a-t-il pu entrer en scène et comment saisir cet obscène qui n'est plus seulement aujourd'hui mis en scène, séparé, transgressif, mais qui se dissémine, s'infiltre, contamine tout. Sur ce point, Vidéodrome, le film de David Cronenberg dont on vient d'entendre un extrait et qui est analysé dans cet ouvrage, mêle parfaitement écran et sexe, mais surtout il révèle ce paradoxe du porno. Plus il est montré, plus il est obscène, c'est-à-dire hors de la scène, et du coup aussi ce paradoxe de la chair, plus elle est explorée et moins elle est touchée. Et les poupées plastiques et émoticônes en témoignent.
fringues, vous savez, les petits émoticônes en forme de cœur, les likes, les bonhommes jaunes qui font des bisous, eh bien rien de moins expressif que ces objets, rien de moins charnel. Et pourtant, il reste cette question, comment comprendre qu'ils nous touchent quand même autant? Oui, on pourrait imaginer les émoticônes qui relèveraient du registre porno, ce serait tout à fait faisable. Mais je crois que ça existe, je pense. Bon, vous en savez plus que moi sur le sujet. En tout cas, ici sont mis à 2 pour ce livre. À 2 auteurs. Donc c'est Claudia Attimonelli et Vincenzo Sciusca, c'est Pornoculture, Voyage au bout de la chair et c'est paru aux éditions Libère. Merci beaucoup Géraldine et merci à tous. Les chemins touchent à leur fin. On se retrouve demain pour la suite de cette série sur la pensée et le mouvement d'Henri Bergson. Demain, ce sera Paul-Antoine Miquel qui viendra vous parler de la perception du changement. D'ici là, pour écouter cette émission ainsi que la chronique de Géraldine, rendez-vous sur le site de France Culture, page des chemins de la philosophie. Vous pouvez la réécouter en ligne, mais aussi la télécharger, la podcaster, afin de l'écouter où vous voulez et quand vous voulez. On vous donne rendez-vous également sur nos comptes Facebook et Twitter. Nous attendons vos remarques et commentaires. Et un grand merci à l'équipe des chemins de la philosophie, Antoine Ravon, Nicolas Bouteloup, Livia Garrigue, Marianne Chassor, Géraldine Mosna-Savoie, Nicolas Berger qui réalise cette semaine cette émission. Théo Gomarc est à la prise de son aujourd'hui, Georges Claes à la lecture des textes.